Offensive humanitaire et diplomatique de la France pour la paix au Liban. 2 bateaux sont en route pour Beyrouth. Accalmie précaire des bombardements aujourd'hui. Les rénovateurs de l'opposition au pied du mur. Réunion du Conseil national du RPR demain pour qu'il renonce sous peine d'exclusion à faire bande à part. Mikhail Gorbatchev à Londres. Nouvelle proposition pour accélérer le désarmement. La reine d'Angleterre invitée en Union soviétique. Duel franco-américain à San Diego pour les Coupes Davis. Yannick Noah affrontera John McEnroe et Henri Lecomte, André Agassi. Madame, Monsieur, bonsoir. La France prend la tête d'une offensive européenne pour tenter de sauver le Liban, ou ce qu'il en reste. Les pays membres de la communauté européenne vont effectuer une démarche commune auprès de la Syrie pour obtenir un arrêt des bombardements et une reprise du dialogue entre les différentes factions libanaises. Paris cherche aussi à obtenir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà pour les efforts diplomatiques. Parallèlement à ceux-ci, 2 bateaux français d'assistance humanitaire ont appareillé en fin de matinée, destination Beyrouth. Patrice Vollet. Sous l'objectif des amis, la Rance a quitté l'arsenal de Toulon. Dans 6 jours, le bâtiment sera opérationnel au large des côtes libanaises. Mission humanitaire de soutien médical auprès des populations civiles. Un véritable hôpital flottant, une centaine de lits, 2 blocs opératoires pour 34 médecins, infirmiers, anesthésistes. Tous militaires, leur première mission en zone de guerre sur ce bateau. Nous sommes très bien équipés. Ensuite, ça pourrait paraître plus compliqué, mais le personnel est là, disponible 24 heures sur 24. Il n'y a que des professionnels, que des gens qui ont l'habitude de travailler dans l'urgence, dans la traumatologie, et donc ça devrait mieux se passer qu'à terre. Dans les cales, des tonnes de produits de première nécessité, médicaments, conserves, lait en poudre, port de déchargement prévu, Beyrouth. Mais la Rance bâtiment militaire n'est pas un navire hôpital protégé, d'où l'inconnu de cette mission. Comment sera reçu là-bas le geste de la France pour les chrétiens libanais? C'est avant tout une mission humanitaire dans un milieu très instable. Je pense que les risques ne sont pas énormes, il ne faut pas les maximiser, il ne faut pas les minimiser non plus. Oui. Le bâtiment est équipé pour assurer son autodéfense, sa protection rapprochée, et c'est tout. À bord, 2 hélicoptères sanitaires, 170 hommes, dont 40 appelés du contingent. Ils sont partis ce matin, aider le Liban éclaté à retrouver l'espoir. Le second bâtiment, un pétrolier, transporte du carburant pour la centrale électrique qui alimente tous les quartiers de Beyrouth et qui est presque à sec. Jean-François Degnaud, l'émissaire français, est rentré à Paris après s'être efforcé hier soir sans succès d'organiser une rencontre entre les 2 chefs de gouvernement libanais, le chrétien Aoun et le sunnite Hos. Roland Dumas a lancé tout à l'heure un appel pour que la mission humanitaire française puisse être menée à bien. Ces bateaux, précise le Quai d'Orsay, sont partis avec l'accord des autorités libanaises et Damas en a été informé. Damas qui ne ménage pas ses critiques à l'égard de Paris. À Beyrouth, la vie a timidement repris ses droits aujourd'hui à la faveur d'une accalmie précaire des bombardements. Jérôme Bonny. Drôle de trêve à Beyrouth. Les obus sont encore tombés ce matin sur le port de Jounieh où s'embarquent les civils fuyant vers Chypre. Pourtant, les combattants chrétiens à bout de force, après 25 jours de pression de l'armée syrienne et de ses alliés musulmans, semblent avoir répondu à l'appel au cessez-le-feu lancé par la Ligue arabe. Les rares Beyrouthins restés dans le secteur Est ont profité de ce semblant de répit pour sortir prudemment de leurs abris et découvrir leur ville en ruine. Le pétrole brûle toujours dans le port, les sources d'énergie s'épuisent, il n'y a plus qu'1 heure d'électricité par jour. Après les prises de position officielles de la France, les combattants chrétiens se sont arrachés drapeaux tricolores et posters du président Mitterrand. Pour eux, la pression diplomatique internationale sur la Syrie est devenue une planche de salut. À Damas, au contraire, les démarches françaises au Conseil de sécurité de l'ONU sont ressenties comme un défi par le gouvernement syrien qui continue d'affirmer, malgré les opérations de son contingent de 3500 hommes au Liban, qu'il s'agit d'un conflit libano-libanais. À Jérusalem, violents affrontements en ce premier jour de Ramadan sur l'esplanade des mosquées d'Omar et d'El-Aqsa. Une dizaine de personnes ont été blessées, tant israéliennes que palestiniennes. Sur place, Charles Anderlin. La prière vient de se terminer, la foule se disperse. Mais quelques centaines de mètres plus loin, des jeunes organisent une manifestation.
Des drapeaux palestiniens interdits ont été introduits dans les mosquées en dépit des contrôles de police. Très vite, c'est l'accrochage avec les forces de l'ordre. Les manifestants prennent pour cible le balcon où se trouvent les journalistes. Des policiers sont installés à proximité. Le caméraman qui a tourné ces images a été légèrement blessé. 4 Palestiniens touchés par des balles en caoutchouc sont hospitalisés. Les fidèles juifs qui se trouvaient devant le mur des lamentations n'ont pas été touchés par les pierres qui tombaient de l'esplanade des mosquées. Il y a plusieurs dizaines d'arrestations. La police israélienne se prépare à un mois de Ramadan agité à Jérusalem. Yasser Arafat et les Palestiniens des territoires occupés sont loin d'applaudir à la proposition faite hier à Washington par Yitzhak Shamir. Pas question d'accepter des élections dans le cadre de l'occupation israélienne, disent-ils. Le président américain George Bush a lui réaffirmé aujourd'hui son soutien à cette proposition tout en prônant une politique de petits pas au Proche-Orient. Branle-bas de combat au RPR. Le Conseil national du Rassemblement, qui compte plus de 300 membres, est convoqué demain après-midi à Paris. L'objectif, faire rentrer dans le rang les rénovateurs ou les novateurs qui souhaitent leur propre liste aux européennes et qui ont reçu hier soir ici même un soutien de prix, celui de Mme Simone Veil. Le jeu a assez duré, disait plutôt sèchement ce matin Alain Juppé sur notre antenne. Menacés d'exclusion, les cadets sont au pied du mur. Roland Sicard. On les croyait sages comme des images au fond de la classe, près du radiateur, et voici que les jeunes se rebiffent. Les rénovateurs sont au nombre de 12 qui prennent la parole sans lever le doigt pour chahuter les professeurs Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Une affaire qui n'aurait peut-être mérité qu'une simple observation sans l'intervention de Simone Veil. Simone Veil qui annonçait hier soir sur Antenne 2 qu'elle prenait sa carte jeune et distribuait les bonnets d'âne à la liste d'union patronnée par Giscard et par Chirac. Je crois que j'avais dit très clairement que je n'approuvais pas cette liste d'union telle qu'elle se présentait. Ce n'est pas ma démarche politique. Ce n'est pas tellement sur le plan, je dirais, européen, où les points de vue sont rapprochés. Ils sont comme en 1984. Il y a de grandes divergences, il y a aussi des convergences. Mais je crois que c'est une démarche politique qui entretient la confusion, qui n'est pas claire. Simone Veil qui rejoint les jeunes, et elle n'est pas la seule. Le professeur Alain Pompidou, le fils de l'ancien président de la République, rallie lui aussi la bande des 12. Je soutiens leur initiative, qui me paraît bonne, qui me paraît proche de ce dont les hommes et les femmes de ce pays ont besoin, c'est-à-dire un goût du mieux-être, mais dans la dignité, et dans la dignité par rapport à la France. Simone Veil, Alain Pompidou, cela commence à faire désordre et les anciens du RPR ont décidé de se fâcher. Alain Juppé, toujours sur Antenne 2, sortait ce matin sa règle. Les candidats à la liste jeune risquent bien de se faire taper sur les doigts. On ne peut pas être à la fois sur 2 listes. Il y aura une liste officiellement investie et ceux qui iront sur d'autres listes n'appartiendront plus de leur fait au RPR. De l'exclusion dans l'air, tout devrait se jouer au cours du week-end. Le Conseil national du RPR a été avancé à demain. Les rénovateurs se rencontreront dimanche. Le dernier acte s'annonce à grand spectacle. On ne débat pas si on menace d'exclure, c'est la réplique de Michel Barnier, l'un des cadets, aux propos d'Alain Juppé. Commentaire du CDS Bernard Stasi aujourd'hui, l'opposition est maintenant condamnée à se rénover. 34 jeunes députés RPR, mais orthodoxes ceux-là, lancent bien sûr un appel en faveur de la liste unique. La plupart des rénovateurs, même peut-être Philippe Séguin, assisteront demain au conseil du RPR. Tout autant qu'eux, mais de l'autre côté, Jacques Chirac est lui aussi au pied du mur, Jean-Louis Le Senne. Et oui, Christine, devant le raz-de-marée, le président du RPR a dû se résigner. Se résigner d'abord à voir dans l'entreprise des novateurs autre chose que l'opération d'un carteron de quadragénaire pressé de lui faire prendre sa retraite. Se résigner à menacer d'exclusion les moutons noirs. Se résigner à précipiter la convocation du Conseil national du mouvement, prévue à l'origine pour le 20 avril. Se résigner enfin, lui qui depuis sa défaite au présidentiel ne prise guère les médias, à ouvrir à la presse l'intégralité des travaux qui se déroulent d'habitude à huis clos. Courageux, Jacques Chirac prend un risque, il le sait, montrer au public qu'il est déstabilisé. Mais il peut aussi bien piéger ceux qui voudraient faire de l'esbrouffe
ou en prenant en compte certaines aspirations des frondeurs, retourner la situation à son avantage. Demain, tout le monde sera là et tout le monde devra se dévoiler. Les novateurs comme la droite chiracienne, un remake au grand jour en quelque sorte des journées parlementaires de Nice entre Charles Pasqua et Michel Noir. Les juges de ce combat seront presque 400, les 400 mandataires de ce Parlement du RPR qui devront dire si la base gaulliste comprend qu'on l'ait appelé en 81 à ne pas voter Giscard, qu'on l'ait encouragé à voter Veil en 84 et qu'on lui dise aujourd'hui de voter Giscard et ne pas voter Veil. Avouez qu'il y a de quoi être déboussolé, mais il paraît que c'est ça aussi la politique. Si vous le dites. En Corse, à Bastia, les négociations entre les préfets et les syndicats suspendues pendant quelques heures viennent de reprendre. La journée s'est ainsi déroulée par à-coups. Sur place à Bastia, Christophe Martel. Les CRS de Bastia ont inauguré le cordon anti-bruit. Alors qu'auparavant la place résonnait du martèlement lancinant des pierres sur les grilles, celle-ci reste désormais hors d'atteinte. Un calme plat à l'image des premières heures de ce deuxième jour de négociation, ponctué seulement par des suspensions de séance et quelques déclarations. Celui du poids de notre lutte à nos camarades en face, il faut qu'on le sache. Il faudra attendre 18h30 pour que les préfets s'assiedent à nouveau à la table des négociations, avec, semble-t-il, en poche de nouvelles propositions. Le gouvernement serait prêt à donner plus sur la prime de transport, notamment. Les syndicats discutent actuellement du protocole d'accord proposé par les préfets. Le dialogue est renoué, mais jusqu'à quand? Ici, après 2 jours de chassés croisés, chacun a appris à rester patient. Les responsables syndicaux nationaux donnent à nouveau de la voix aujourd'hui. Michel Rocard fait l'édredon, estime Marc Blondel de Force ouvrière. Pour Louis Vianney de la CGT, le gouvernement est en train de prendre les travailleurs corses en otage. L'économie française va bien. Croissance record en 88, 3,5%, le meilleur résultat depuis 1976, c'est ce qu'affirme la Commission des comptes de la Nation. Les prévisions de croissance restent très favorables pour les 2 années à venir. Alors qu'aux États-Unis, il est redescendu à 5% de la population active, le chômage reste bien sûr chez nous le problème numéro 1. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Soisson, a ouvert aujourd'hui avec les syndicats des négociations sur la réforme du droit de licenciement. Il ne s'agit pas pour lui de revenir sur la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, mais de mieux protéger par une loi les travailleurs les plus âgés. Dans l'Ariège, les licenciements sont devenus une affaire collective. Depuis l'annonce cette semaine de plus de 700 suppressions d'emplois chez Roudière, le premier fabricant européen de tissus établi à Lavelanet. C'est la vallée la plus industrielle du département qui est ainsi frappée par la crise du textile. Jean-Pierre Métivet et Christian Houtin. Ici, c'est une entreprise de fabrication de tissus qui avait à peu près 45 employés et elle s'est arrêtée il y a 2 mois. Ça fait 45 chômeurs. Le textile était implanté depuis plus de 200 ans et c'était la seule ressource de toute la vallée et du pays d'Olme. Il y avait combien d'entreprises? Des entreprises, à l'époque, il devait y en avoir dans les 40 à 50 entreprises. Et il en reste 2. Sans compter la centaine de façonniers. Des ruines industrielles à présent. Celle-ci était centenaire, 80 employés, bilan déposé il y a 5 ans. La filature Montariol, 25 personnes, fermée voici 1 an. Autour de Lavelanet, 20 000 personnes dans la vallée d'Olme vivaient du textile. Heureusement, il y avait Roudière, le roi du tergal en Europe, repris par les chargeurs de Jérôme Sédou en 1987. Aujourd'hui, tout bascule. Concurrence asiatique, robotisation. Roudière va licencier 729 employés, 1 salarié sur 3, et personne ne sait encore qui sera sur la liste. Qu'on soit ancien, qu'on soit jeune à l'entreprise, je ne pense pas que ça fasse la différence. Un ancien, Jean-Pierre Berthat, 39 ans de textile, déjà licencié en 1981. Lui n'aurait jamais cru que le géant Roudière puisse vaciller. Je ne pensais pas qu'on arriverait à ce point. Ça coupe les jambes. On n'a presque plus envie de rien faire. Toute petite lueur, certaines productions seront abandonnées ici, qui pourraient devenir rentables pour de petites entreprises. Roudière leur garantirait du travail pendant 3 ans, ce qui suppose aussi que l'État injecte des capitaux. Il me semble que c'est le seul espoir de notre région
à la création de ce réseau de PME. L'espoir, au-delà du château Cathare de Montségur, dans une autre vallée, il est une ville, Saint-Giron, dont le maire, Roger Fauroux, est ministre de l'Industrie. Alors ici, on se prend à rêver que des faits viennent à nouveau se pencher sur la vallée d'Olme. How exciting! La reine d'Angleterre, officiellement invitée en Union soviétique. Mikhail Gorbatchev, qu'elle recevait à déjeuner aujourd'hui au château de Windsor, le lui a proposé. Elle n'a dit ni tout à fait oui, ni franchement non. Ce matin, à l'hôtel de ville de Londres, le président soviétique relançait son offensive pour le désarmement. À Londres, Georges Bortoli. Gorbatchev chez la reine, les Gorbatchev reçus par le couple royal au château de Windsor. Ces images ont évidemment un sens politique. Monsieur Gorbatchev ne veut plus être seulement le secrétaire général d'un parti communiste au pouvoir depuis très longtemps, il veut être aussi un chef d'État. Et c'est à ce titre qu'il a invité la reine à venir à Moscou. La reine a remercié, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pour l'instant fixer aucune date pour sa visite. Le cérémonial était aussi impressionnant ce matin au Guildhall, la maison des corporations de la Cité de Londres. Des hommes politiques, des hommes d'affaires étaient là pour entendre M. Gorbatchev parler de perestroïka et surtout de désarmement, avec un avertissement très ferme aux Occidentaux: ne modernisez pas votre arsenal nucléaire, sinon nous risquons fort de ne pas réduire nos armements conventionnels. M. Gorbatchev a donc visiblement repris sa grande campagne pour obtenir petit à petit, progressivement, une élimination complète des armes nucléaires de notre continent européen. L'intéressant, c'est qu'il est venu dire ça chez Mme Thatcher, qui lui répond très fermement, mais pas du tout, les Occidentaux ont besoin de garder et de moderniser leur armement nucléaire. M. Gorbatchev, il est vrai, peut avoir un accueil beaucoup plus favorable en juin, lorsqu'il ira en Allemagne voir le chancelier Kohl. Dans le même discours, Mikhail Gorbatchev a annoncé l'arrêt par son pays de la production d'uranium enrichi à des fins militaires. Une décision sans réelle portée puisque les stocks sont suffisants, estime ce soir Mme Thatcher. Le numéro 1 soviétique avait par ailleurs fait sensation en donnant pour la première fois l'état de ses forces armées. 4 258 000 hommes, 1 million de plus que les États-Unis. Une première encore, le ministre français de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, a été le premier occidental depuis la guerre autorisé à visiter au nord-ouest de l'Union soviétique la base navale ultra-secrète de Severomorsk. Laurent Boussier l'accompagnait. Une ville interdite, une base navale qui jusqu'à présent était un des endroits les plus secrets du monde. Pour la première visite d'un ministre étranger sur la presqu'île de Kola, la marine soviétique soulevait un coin du voile de sa puissance. À 250 km au nord du cercle polaire arctique, mais situé sur une ligne très rarement prise par les glaces, Severomorsk, le siège du commandement général de la flotte du Nord. C'est d'ici que partent les bâtiments de combat soviétiques qui, tout au long de l'année, patrouillent dans l'océan Atlantique. Moins 6 degrés en pleine journée au mois d'avril, mais des dizaines de frégates et de croiseurs à propulsion nucléaire, des milliers de marins et même le Bakou, l'un des 2 porte-avions de la marine russe. Pour un occidental, le spectacle est inédit. À quelques kilomètres derrière ces collines se trouve la plus importante base de sous-marins nucléaires d'Union soviétique. Évidemment, nous n'avons pas pu y aller, mais le simple fait de se trouver ici, sur la presqu'île de Kola, au siège du commandement opérationnel de la flotte du Nord, est un signe de la glasnost, de l'ouverture que veut imposer Mikhail Gorbatchev à l'institution la plus importante du RSS, la défense. Halte au saccage de la forêt amazonienne. Nous vous montrions hier le désastre écologique et financier provoqué par le projet inachevé de la transamazonienne au Brésil. Eh bien, hier soir, le président du Brésil rejetait ces accusations et annonçait un projet ambitieux pour préserver les quelques 5 millions de kilomètres carrés de forêt tropicale. Une forêt saignée par une route inachevée, mais aussi par un défrichement systématique et par la soif de l'or. Bernard Benjamin, Pierre Moscovitch. C'est la fin de la transamazonienne, des 400 km de pistes praticables d'une route qui en faisait 4000. Pour passer de l'autre côté du rio Tapajós, il faut prendre le bac, une demi-heure de traversée avant d'atteindre Itaituba, la ville des chercheurs d'or.
Des marchands d'or, il y en a plus que des boulangers ou des épiciers à Itaituba, point de départ obligé pour le Garimpo, la mine d'or. Et comme tout se fait ici par avion, l'aéroport de cette petite ville de 15 000 habitants est devenu le deuxième du pays en mouvement d'appareil. C'est que la transamazonienne n'existe plus, la forêt l'a dévorée. 1 heure de vol et c'est l'arrivée à la mine, au Garimpo, mot magique pour les Brésiliens qui s'y sont rués à la fin des années 70 avec l'ouverture de la route. Et pour faire fortune, on supporte tout, on pompe l'eau et la terre pour y découvrir parfois les fabuleuses pépites. Mais pour séparer l'or de la boue, on utilise ici un produit mortel pour la faune et la flore de la forêt, le mercure. Pour chaque kilo d'or, il y a 1 kilo de mercure, poison violent rejeté dans l'eau des rivières, que boiront à quelques centaines de kilomètres de là les Indiens d'Amazonie. Car au Garimpo, on ne boit pas d'eau. On préfère acheter jusqu'à 5 $ la canette de bière et dépenser une bonne partie de ses gains au bar de la mine où les armes sont interdites. Et de fait, la vie coûte cher au Garimpo, alors on échange ses pépites contre un pot de café ou un sac de riz, parce qu'il faut bien vivre en attendant le filon, d'autant qu'on travaille sur des concessions cédées par un homme à qui on reverse une partie de son or. Cet homme, c'est João Covas, il est multimillionnaire et il rejette les critiques sur l'emploi du mercure. Qu'on nous attaque sur ce point, c'est une honte. On préfère parler du mercure que de la situation du pays et celle de l'Amazonie. On nous a donné une route qui n'existe plus et on voudrait nous accuser maintenant de polluer notre région avec ce mercure. C'est le gouvernement qui est responsable de tout ça. Qu'il ouvre une nouvelle route et on verra après, parce que celle que nous avions n'existe plus. C'est sur le chemin du retour que nous allions rencontrer la deuxième plaie de l'Amazonie, les feux de forêt. Un chiffre, un seul, pour comprendre l'ampleur de la catastrophe. En 5 ans, plus de 700 000 km² de forêt ont été brûlés, ce qui correspond à la superficie de la France et de l'Angleterre réunies. Responsables, les chercheurs d'or, mais aussi tous ces propriétaires terriens qui cherchent à agrandir leurs exploitations. Ils envoient des paysans sans terre qui défrichent et brûlent à tour de bras avant de les expulser et parfois de les tuer lorsqu'ils refusent de partir. Au début, nous avons essayé d'apporter notre assistance aux paysans qui voulaient s'installer dans cette région. Mais très vite, on a été dépassés. On ne peut pas contrôler un territoire aussi grand que l'Amazonie. Il faudrait avoir une police des airs qui pourrait repérer les feux et donner l'alerte. On a déjà assez de mal à maintenir en état la route, ou ce qu'il en reste, tout au long de l'année. C'est ainsi que l'enfer vert, comme on l'appelait, disparaît peu à peu en fumée. Poumon de la planète, ou formidable réserve de faune ou de flore, peu importe, car aujourd'hui c'est un véritable continent de 5 millions de kilomètres carrés que l'on est en train d'assassiner. Le président Bush a annoncé aujourd'hui que l'armée américaine allait participer au nettoyage de la marée noire provoquée par le pétrolier Valdez. Le capitaine du Valdez, qui a été libéré sous caution, a été inculpé, entre autres, de commandement en état d'ivresse. Eh bien, on découvre aujourd'hui qu'il était certes l'un des plus jeunes commandants de la marine marchande américaine, mais on découvre aussi qu'on lui avait retiré 2 fois son permis de conduire voiture, pour cause d'alcoolisme. Joseph Hazelwood était venu en France il y a 11 ans suivre un stage dans une école unique au monde à Port-Revel, près de Grenoble. Il s'agit d'une école de pilotage des gros pétroliers qu'Emmanuel Vanier a visité. C'est comme ça que ça arrive un accident. Un accostage raté, ici un incident bénin, mais dans un port normal, il aurait pu avoir de graves conséquences. À Port-Revel, heureusement, l'océan a les dimensions d'un lac, l'erreur est permise. Mais un lac où les conditions de navigation ont été fidèlement reconstituées à l'échelle. Bouées, balises, pontons d'accostage, un véritable port en miniature. Ici, le canal de Suez, avec ses virages et ses écluses difficiles à négocier. Port-Revel, c'est une école unique au monde. L'intérêt de cette école pour le navigateur est de lui fournir un outil qui lui permet d'exercer son métier
dans un monde miniature, sans risque pour l'environnement et pour le navire. C'est-à-dire qu'il va surtout essayer d'aller à ses limites et à celles de son navire, tout en sachant qu'il ne risque rien. Les bateaux des modèles réduits au 25e de navires ayant existé. L'Europe, c'est un pétrolier de 250 000 tonnes. Stop d'engine. À bord, un capitaine uruguayen. Les manœuvres sont exactement les mêmes que sur un véritable navire, les réactions parfaitement identiques. Ici, on apprend à piloter en eau difficile, en zone restreinte, disent les marins, là où les accidents sont les plus fréquents. Quand vous voulez arrêter des navires comme ça, quand ils sont à une vitesse de 2 nœuds par exemple, ce qui fait 3 km 600 à l'heure, il vous faut, à 2 nœuds, il faut 300 mètres pour l'arrêter quand on met les machines en route, en arrière toute quoi si vous voulez. Donc 300 mètres, c'est pas une petite distance dans un port. Ici, grâce au générateur de houle, on analyse la dérive des navires. Port-Revel a été créé il y a 22 ans près de Grenoble par la compagnie pétrolière Exxon pour former des capitaines des tout nouveaux superpétroliers. Indépendante aujourd'hui, l'école a déjà accueilli 3500 stagiaires venus du monde entier. Ici, je peux faire de nombreuses manœuvres en une semaine, alors qu'en mer, j'en fais très peu, peut-être une seulement en 8 jours. Une semaine de stage pour apprendre à dompter les monstres des mers. Piloter un supertanker, dit-on ici, c'est comme conduire un camion de 30 tonnes, sans frein, sur une route verglacée, avec pour tout moteur celui d'un vélo Solex. Un avion de tourisme s'est écrasé ce matin sur l'aéroport de Nice. Éric Perrin. Aucun survivant dans l'accident d'un avion de tourisme à l'aéroport de Nice. L'appareil en provenance de Bastia s'est écrasé avant de prendre feu. Le pilote et les 3 passagers sont morts. Selon les premiers éléments de l'enquête, le crash serait dû à une erreur de pilotage. Première négociation cet après-midi dans les locaux d'Antenne 2 entre des représentants des diffuseurs, des producteurs et des syndicats de comédiens. Ces derniers, en grève depuis plus de 2 semaines, protestent contre le non-respect des accords qui devaient leur assurer un minimum de journées de travail. Ce mouvement intervient alors que ces mêmes artistes s'inquiètent des risques qui pèsent sur la production d'œuvres de fiction européennes. Inculpation de l'animateur du centre d'instinctothérapie de Montramé, Guy-Claude Burger, qui développait ce qu'il appelle une thérapie fondée sur la consommation d'aliments crus que l'on a auparavant reniflés, a été inculpé d'exercice illégal de la médecine et de publicité mensongère. À Vienne, en Autriche, arrestation de 2 infirmières soupçonnées d'avoir tué, en les chargeant à l'insuline, une dizaine de patients. San Diego, Californie, 1h30 du matin, demain, heure française, début des quarts de finale de la Coupe Davis entre la France et les États-Unis. Henri Lecomte affrontera André Agassi, mais Yannick Noah disputera le premier match contre John McEnroe. 7 ans après Grenoble, un duel qui promet d'être acharné. Daniel Casal. Yannick Noah, John McEnroe, 2 stars de tennis mondial qui vont marquer de leur personnalité ce quart de finale de la Coupe Davis. Il y a 7 ans, le 26 novembre 1982, leur simple, lors de la finale de Grenoble, avait constitué un événement à l'intérieur même de l'événement. McEnroe l'avait emporté en 5-7, alors que Noah avait mené 2 manches à 1. 7 ans après, le goût d'inachevé demeure et le Français est bien décidé à ne plus laisser passer sa chance. Si on se retrouve dans la même situation, je pense que le match, on le perdra pas avec les honneurs qu'on aime, comme on aime tellement le faire, on se prend plaisir à le faire en France. Mais si on se retrouve dans cette situation, on va essayer on gagnera, quoi. On gagnera, c'est exactement ce que pense John McEnroe. And for me, when I was a young boy growing up, it was always very important for my parents. Their dream was for me to play Davis Cup. It wasn't to win the US Open, French Open and Wimbledon. It was to play in Davis Cup team. À San Diego, McEnroe et Noah se rencontreront pour la 5e fois. Dans ce face-à-face, l'Américain mène par 4 victoires à 0. Les quarts de finale qui seront diffusés par FR3. Des joueurs professionnels de basketball aux prochains Jeux Olympiques. C'est la décision de la Fédération internationale de basket réunie aujourd'hui à Munich. Très vite encore les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé quarté plus demain à Vincennes. Vous allez, j'espère, les découvrir sur votre écran. Je vous les donne en tout cas 16 partants. Ces pronostics, le 3, le 8, le 16, le 10,
le 7, le 4, le 12 et le 2. Dans un instant, Laurent Cabrol va vous parler du temps de demain et du week-end. Vers 22h50, dernier journal avec Henri Seigné. Vos rendez-vous avec l'information sur Antenne 2 avec Daniel Bilalian et Bernard Rapp, demain et dimanche. Lundi, 20h, vous retrouverez Hervé Claude. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Bonne soirée, bon week-end.